vais commencer par simplement vous donner le résultat de tous les travaux qui ont été faits autour des aires marines protégées de l'Antarctique. Et après ça, je vais essayer de vous expliquer comment on est arrivé à ce résultat. Donc ici, j'ai voulu vous montrer une photo de l'Antarctique, cette espèce de banquise blanche avec, pour contraste, l'Astrolabe, le bateau qui nous permet, à nous Français, d'accéder à ce milieu qui est assez inaccessible, comme vous pouvez le voir. Donc le résultat, le voilà. Il est assez mal contrasté, je suis désolé, donc vous ne voyez pas trop les couleurs. Mais tout ce qui est un peu plus foncé que le reste, ce sont des aires marines protégées qui sont établies ou qui sont en devenir. Vous avez plusieurs sortes d'aires marines protégées qui ont été établies dans l'océan austral. L'océan austral, c'est grosso modo, mais je vais vous expliquer en plus en détail, tout ce qui est situé dans cette espèce de rond, de cercle un peu bleu. Et puis, à l'intérieur, donc, vous avez des aires marines protégées ici, autour d'îles, ici, qui sont en fait établies par les nations qui possèdent ces îles. Ce sont des zones économiques exclusives qui ont été transformées en aires marines protégées. L'exemple typique, c'est celui-là, l'aire marine protégée qui existe maintenant autour de Kerguelen et de Crozet, qui sont des possessions françaises. Les zones économiques exclusives de la France autour de ces îles ont été transformées en aires marines protégées. Et le scoop, c'est que nous allons sans doute réussir à les inscrire au patrimoine international de l'humanité de l'UNESCO. Donc c'est un niveau de protection qui sera absolument important. Les autres parties en foncé de cette zone, alors cette zone-là, c'est aussi une zone aire marine protégée qui a été établie, qui existe. Les autres zones ici, je passe dessus avec la petite main, ce sont des zones qui sont en devenir. Ce sont des projets scientifiques qui sont en cours, qui sont pour certains terminés, mais qui maintenant doivent être examinés par les partis politiques, enfin les politiques qui font partie des commissions qui vont décider ou non de valider ces aires marines protégées. Tout ceci pour vous dire que l'établissement d'aires marines protégées, c'est d'abord une décision politique qui s'adosse à un ensemble de connaissances que j'appelle un paradigme scientifique, qui donc informe les scientifiques des problèmes qui peuvent avoir lieu sur la planète. Les politiques s'en emparent et ont décidé en l'occurrence de créer des aires marines protégées afin de conserver les écosystèmes de l'Antarctique, et ont demandé aux scientifiques de bien vouloir dérouler leur méthodologie de manière à pouvoir désigner des zones particulières de l'océan Antarctique qu'il faut protéger plutôt que d'autres. C'est donc un dialogue entre les politiques et les scientifiques qui doit avoir lieu de manière à mettre en place des aires marines protégées. Voilà, donc il y a le résultat de tous ces travaux, le voilà. C'est un travail en cours, il n'est pas terminé, mais il est surtout entre les mains des politiques pour le moment. Donc le plan de cette présentation, pour vous mettre un petit peu au courant de ce que je vais faire. Donc les deux premiers points, c'est plutôt vous passer en revue ce que c'est que ce paradigme scientifique dont je vous ai parlé, quelles sont les connaissances qui ont été générées au cours des 200 dernières années et qui ont permis de repérer les risques qui pouvait y avoir en Antarctique et comment essayer de préserver cette zone et de limiter ces risques. Ensuite, je vais vous parler des décideurs. Qui décide de mettre en place des AMP? Alors moi, je vais vous parler non pas des grands décideurs au niveau des Nations Unies, je suis incapable d'en parler. Je vais vous parler de ce dont a parlé Jeanne-Marie, la CAMELAR, donc cette convention de conservation de la faune et de la flore marine vivante en Antarctique, que je représente en tant que scientifique pour la France. Et ensuite, je vais essayer de vous expliquer comment on est arrivé, comment les scientifiques en sont arrivés à établir des zones particulières de protection en Antarctique.
Alors ça sera un tout petit peu plus technique, je suis désolé, mais vous pouvez toujours m'interrompre pour des questions. Donc je vais vous parler non pas de toutes les découvertes ou toutes les recherches qui ont été faites autour de l'Antarctique, mais celles que je connais un peu, c'est-à-dire celles qui concernent l'environnement benthique de l'Antarctique et les organismes qui y vivent. L'environnement benthique de l'Antarctique, c'est l'environnement près du fond, dans l'océan. Et ici, vous avez une photo assez typique de ce qu'on peut trouver sur le plateau continental antarctique en termes de faune. Donc, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était que l'océan austral, l'Antarctique. Il y a plusieurs définitions que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement. Celle qui va nous intéresser n'est pas celle que l'on pourrait croire. Donc, vous avez ici à gauche la définition géographique. L'océan austral, c'est tout ce qui se situe au sud du 60e parallèle de degré sud. En tant que biologiste, ce n'est pas très intéressant. Ça ne délimite pas des aires de distribution d'espèces, ça ne délimite aucun processus écologique. Donc on ne va pas se servir du tout de cette définition, on va se servir d'une autre définition, qui est celle que je présente avec des couleurs que l'on voit cette fois, à droite. Donc cette définition, c'est une définition biogéographique qui est basée sur la distribution des espèces tout autour de l'Antarctique. Donc vous avez je crois que c'est rouge, orange, je ne sais pas, le plus près du continent, vous avez ce qu'on appelle le Haut-Antarctique, où sont distribuées des espèces particulières que l'on ne retrouvera pas dans l'autre zone violette qu'on appelle le subantarctique. Il y a pourtant des connexions entre les deux zones, donc il y a des partages d'espèces, mais on est en capacité aujourd'hui de dire que ces deux zones n'ont pas les mêmes distributions d'espèces, ni exactement les mêmes processus écosystémiques. Donc on les sépare. D'un point de vue biologique, ça fait sens. Et d'un point de vue physique aussi, d'ailleurs. Donc l'océan austral, je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu plus en détail ce qui fait qu'il est intéressant et unique. D'abord, c'est un très petit océan. Je vous ai mis le nombre de kilomètres carrés. Je n'ai pas fait de comparaison avec les autres, mais c'est l'un des plus petits océans du monde. Sa caractéristique, c'est que, comme vous le voyez, j'ai une petite flèche là, comme vous le voyez, il est en connexion avec tous les autres océans du monde. Océan Atlantique, océan Pacifique, océan Indien. Et c'est lui qui va distribuer dans tous ces océans des masses d'eau. Sa profondeur est relativement importante, on le voit assez bien parce qu'en fait, il est composé principalement de grands bassins profonds. Le plateau continental antarctique qui est là est relativement réduit et il est limité au nord. Donc, en suivant les rides médio-océaniques, vous avez à peu près le tracé de ce courant circumpolaire antarctique qui va séparer les masses d'eau antarctiques de toutes les autres masses d'eau Atlantique, Pacifique, océan Indien. C'est une limite écologique très forte. Le courant circumpolaire antarctique est l'un des courants les plus rapides au monde. L'environnement antarctique est contraint par un ensemble de facteurs. D'abord, il fait nuit en hiver et il fait jour en été, ce qui fait que vous allez avoir une production primaire, c'est-à-dire une production d'algues microscopiques dans l'eau qui se situera en été, pas en hiver, bien entendu. Il y a aussi la formation de glace en hiver, qui évidemment perturbe complètement la production d'algues microscopiques dans l'eau. Du fait qu'il y a une calotte glaciaire très importante qui recouvre l'ensemble du continent, vous n'avez pas d'apport terrigène. Il n'y a pas de fleuve en Antarctique, il n'y a pas d'écoulement d'eau liquide à la surface du continent antarctique. Donc il n'y a pas de sédiments transportés par les fleuves vers l'océan, ce qui a des conséquences sur la structure même des faunes benthiques qui vivent sur le plateau continental de l'Antarctique. Mais on va le voir. Les autres facteurs environnementaux, j'ai noté qu'ils étaient constants. On trouvera toujours des variabilités. C'était pour dire simplement que la température de l'eau est très froide et ça varie très peu. La salinité est assez faible et ça ne varie pas. Ces deux paramètres-là sont relativement constants. Le plateau continental, c'est-à-dire cette bande de terre qui est située tout autour du continent, ici, relativement étroite, cette bande de terre
est beaucoup plus profonde qu'autour des autres continents, comparativement. Autour de nos continents que l'on connaît, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, les plateaux continentaux sont situés entre 0 et 200 mètres maximum. Et puis en Antarctique, non, c'est plutôt 500 mètres en moyenne de profondeur, tout simplement parce que la calotte glaciaire, le poids de la glace de la calotte glaciaire enfonce le continent dans la croûte terrestre, ce qui fait que le plateau continental est plus bas. Et ceci aussi a des conséquences sur la structure des faunes benthiques du plateau continental de l'Antarctique. L'âge de l'Antarctique est relativement ancien, 25 millions d'années. Je vais vous montrer comment on en est arrivé là. Et je vous le disais tout à l'heure, le courant circumpolaire est une barrière écologique forte qui ne permet pas, qui n'est pas très perméable, qui ne permet pas les échanges entre l'océan Antarctique et les autres océans mondiaux, les échanges notamment de larves ou d'animaux. Les communautés benthiques, ce qui nous intéresse ici, sont assez typiques de l'Antarctique, avec une majorité de suspensivores. Les suspensivores, ce sont ces animaux qui vont se nourrir dans la colonne d'eau de petites particules en suspension. Vous connaissez par exemple les coraux, les gorgones, des choses comme ça, ce sont des suspensivores, les éponges sont des suspensivores. Les biomasses que l'on observe sont relativement importantes. Je vais vous montrer un petit graphique qui est assez parlant, selon moi. On considère que la croissance des animaux benthiques dans ces zones-là est relativement lente, et on pense que c'est à cause du froid. Ce n'est pas toujours vrai. En fait, il y a des espèces pionnières qui sont capables de se développer très rapidement, et nous verrons ça aussi, je pense. Il y a certains groupes d'animaux qui ont spécié, qui ont fait plein de petites espèces au cours du temps, très rapidement. Ce sont ces fameuses radiations, notamment des poissons téléostéens. Peut-être que vous avez déjà eu des conférences ici à ce sujet. Il y a des taxons qui n'existent pas en Antarctique. Un taxon, c'est un groupe d'organismes. Et les deux exemples phares que je peux vous donner, c'est d'une part les requins. Il n'y a pas de grands requins blancs en Antarctique, il n'y a pas de requins du tout. Et les crabes. Il n'y a pas de crabes en Antarctique. Et ceci parce que les contraintes de température sont telles que ces animaux-là sont incapables de vivre dans les eaux aussi froides que celles de l'Antarctique. Un endémisme, alors pour préciser quand même, les requins, on les trouve au Kerguelen, c'est-à-dire dans la zone subantarctique, ce qui illustre assez bien la différence qu'il peut y avoir entre ce que je vous disais, le Haut-Antarctique d'une part, et le subantarctique. Il y a des espèces comme les requins qu'on va trouver dans le subantarctique, mais pas dans l'Antarctique. Donc pour finir cette petite liste des choses un peu particulières de l'Antarctique, vous avez un endémisme très fort des faunes benthiques de l'Antarctique. Endémisme, ça veut dire que vous allez trouver beaucoup d'espèces qui ne vivent que là, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est relativement vrai pour tous les invertébrés marins. C'est très vrai pour les poissons téléostéens qui doivent être endémiques à 95-98%, quelque chose comme ça. C'est-à-dire 98% des espèces de téléostéens qu'on trouve, de poissons téléostéens, poissons osseux, que l'on trouve autour de l'Antarctique, ne se trouvent que là. Ce qui veut dire évidemment que si on perd ces espèces-là, on les perd totalement. Et puis, il y a une forte proportion d'espèces que j'appelle marsupiales, comme les kangourous, qui ont une petite poche avec des petits dans la poche. Il y a beaucoup d'espèces d'invertébrés marins qui gardent près du corps maternel soit les larves, soit les juvéniles, jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller tout seuls. Et cette proportion-là est beaucoup plus importante en Antarctique qu'ailleurs. Chez les échinodermes, qui est ma spécialité, cette proportion peut atteindre quasiment 100% chez les crinoïdes. Alors, je vais vous faire un historique assez rapide de l'évolution de l'Antarctique, en tout cas la dérive des continents qui nous a menés à l'actuel. L'actuel, c'est tout en haut, 5 millions d'années, bon, c'est à peu près pareil, ça n'a pas beaucoup changé. À droite ici, je vous ai mis un graphique de température. En fait, c'est un proxy de la température, un isotope de l'oxygène. Vous voyez
que vous avez eu des périodes chaudes, comme ici, et des périodes froides, comme ici, et nous, on est là, quelque part par là, entre le chaud et le froid, on verra ça plus en détail. Donc je vous ai mis ici la banquise, en blanc, pointillée ou pas pointillée, banquise permanente quand c'est pas pointillé, et banquise éphémère quand c'est en pointillé. Donc vous voyez qu'il y a eu, au cours du temps géologique, énormément je reviens en arrière, énormément de transformations de l'environnement dues à la glace. Ce que je voulais vous montrer avec ces petits graphiques, c'est qu'il y a 60 millions d'années environ, l'Antarctique était encore connecté à l'Australie et à l'Amérique du Sud. Et puis petit à petit, à partir de 25 millions d'années, on s'est retrouvé dans une situation où l'Amérique du Sud et l'Antarctique se sont détachés de l'Antarctique. Et ça a permis la mise en place du fameux courant circumpolaire qui aujourd'hui fait le tour très rapidement de l'Antarctique et constitue cette barrière écologique dont je vous parlais. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là où le courant circumpolaire est très puissant et très large. Ce que je voulais vous montrer par ce petit graphique, c'est la succession des oscillations des périodes glaciaires et interglaciaires en Antarctique. Ce qui est bleu, c'est glaciaire. J'ai des problèmes avec ce truc. Et ce qui est rouge, c'est plus chaud. Et vous voyez que durant les 5 derniers millions d'années, ici, durant le Pliocène et aujourd'hui, il y a eu énormément de ces cycles, 38 cycles que l'on a pu mettre en évidence, 38 cycles de glaciation et déglaciation, qui ont une importance considérable sur la structure des écosystèmes benthiques austraux, et on va voir un petit peu comment. Donc ça, c'est les 400 derniers millions d'années. Vous voyez très très bien l'oscillation des températures, et vous voyez que nous avons des cycles glaciaires. Donc ça, c'était il y a quelques milliers d'années derrière nous, 100 000 ans. Ces cycles glaciaires peuvent être décrits comme étant des avancées très puissantes des inland seas, des glaciers de la calotte glaciaire, jusque sur le plateau continental et occupant l'ensemble du plateau continental. Vous imaginez bien que les espèces qui vivent sur le plateau continental, dans ces situations-là, ne peuvent pas survivre. Et donc au-dessus, ce que je viens de vous mettre par erreur, c'est une période interglaciaire, c'est-à-dire ce que l'on connaît maintenant. Durant ces périodes interglaciaires, les glaciers se sont retirés du plateau continental. Ils sont toujours en train de produire des icebergs, comme ici, et ces icebergs ont une influence sur le plateau continental et les communautés qui y vivent. Mais la glace a disparu, en tout cas en été, du plateau continental, ce qui permet aux organismes benthiques de revenir, de coloniser à nouveau ce plateau continental et de composer ces communautés que je vous montre ici, qui peuvent être extrêmement denses, extrêmement importantes et abondantes. Donc ça, c'était un petit résumé de ce que, en fait, je vais vous raconter. Là où il y a des étoiles, c'est là où je ne vais rien dire, en fait. Donc les caractéristiques du benthos, ce sont des communautés rétrogrades. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Croissance lente, on en a parlé. Le froid aurait une influence là-dessus. La production primaire est saisonnière à cause de l'absence de lumière en hiver et de la glace. Les biomasses sont très importantes. L'endémisme est important, je vous ai expliqué tout ça. Eurybassie, ça veut dire que les espèces sont capables de vivre entre 0 et 1000 mètres environ sans trop de problèmes, ce qui ne se voit pas tellement sous nos latitudes. Et ça, c'est probablement dû au fait que le plateau continental est surbaissé par rapport aux autres plateaux continentaux. Il y a beaucoup d'animaux extrêmement gros en Antarctique. Pourquoi? Ça, je suis incapable de vous l'expliquer. Les stratégies de reproduction, donc, avec les marsupiaux, sont un peu différentes. Et les communautés ont une structure mosaïque. Ça, je vais vous montrer ça. Et c'est dû majoritairement à l'effet de la glace. Donc la glace, vous le comprenez, c'est une contrainte importante en Antarctique. Donc communauté rétrograde, c'est un mot savant pour dire que en fait, les communautés que l'on observe aujourd'hui d'organismes benthiques antarctiques ressemblent assez aux communautés qui existaient il y a 200 millions d'années, durant le Paléozoïque. Ça ne veut pas dire que c'est les mêmes espèces, ça veut dire que ce sont les mêmes communautés, c'est-à-dire les mêmes fonctions qui sont mises en œuvre. Et en l'occurrence, les fonctions que l'on observe, ce sont des fonctions de filtration.
Donc vous avez aujourd'hui, comme durant le Paléozoïque, énormément de filtreurs. Et la contrainte qui fait qu'il y a beaucoup de filtreurs, c'est simplement qu'il n'y a pas d'apport terrigène, donc on ne noie pas les communautés benthiques sous du sédiment. Les milieux sont oligotrophes, donc ces animaux-là sont adaptés à peu de nourriture à disposition. Il y a peu de prédateurs dits d'urophages. Les prédateurs d'urophages, ce sont par exemple les requins, qui ont une mâchoire puissante, qui sont capables de casser des coquilles dures, ou des crabes, justement, les deux taxons qui sont absents de l'Antarctique, les crabes qui sont capables de casser aussi des oursins ou des mollusques, des bivalves durs, avec leurs pinces. Ces taxons-là sont relativement peu abondants, voire absents en Antarctique, ce qui permet à certaines faunes de se développer plus que d'autres. Bioturbation réduite, c'est-à-dire que dans le sédiment, il y a peu d'animaux, et les communautés sont dominées par des organismes fixés ou lents, comme les étoiles de mer, des ophures. Si vous avez vu une étoile de mer se déplacer sur la plage, vous voyez ce que ça veut dire lent. Donc la saisonnalité de la production primaire dont je vous parlais, elle est due effectivement au fait qu'en hiver, il n'y a pas de lumière, pas de production primaire, mais aussi elle est due à la glace. La présence de la glace qui, évidemment, filtre la lumière pendant l'été lorsqu'elle est présente. Donc là, je vous présente deux situations différentes. Une situation avec un maximum de glace en hiver. C'est de la glace de mer, c'est de la banquise. Donc c'est l'eau de mer qui gèle en surface. Elle s'étend très très loin au nord, comme vous le voyez sur ces images, et bouge complètement la surface de l'océan, et lorsqu'il y a de la lumière, cette lumière ne peut pas traverser. Ce qui fait que la production primaire n'existe pas, ou très peu. La situation à droite, c'est une situation d'été, où la banquise est très réduite, voire quasi absente, sauf dans certaines zones. Donc ici, vous l'avez très présente en mer de Weddell, et un petit peu autour de la zone où la station française du Mont d'Urville est située, ce qui pose des problèmes. Donc la glace, une situation d'hiver, c'est celle que vous avez à gauche, une glace qui est très, très épaisse et très présente. Et puis, lorsque l'été arrive, vous avez des situations comme à droite, la banquise se fragmente, se casse et permet la pénétration de la lumière dans l'eau. Et d'ailleurs, lorsque vous traversez ces pancakes ou ces crêpes de glace avec un bateau, vous voyez en les retournant que les algues commencent déjà à pousser sous les crêpes de glace. Et vous voyez, alors je ne sais pas, les couleurs ne sont pas très bonnes ici, non. Mais je vous garantis que là, au pied de ce glaçon, c'est vert. Donc les scientifiques ont mesuré le plancton dans l'eau au cours de l'année et ont mis en évidence cette saisonnalité de façon assez claire ici, je crois, où deux sortes de plancton, le nano et le micro, bon, c'est une notion de taille de phytoplancton. C'est ce plancton, lorsqu'on le mesure en termes de microgrammes de carbone par litre, eh bien, on voit bien qu'il décroît, voire s'annule pendant les périodes d'hiver qui sont en vert foncé, et au contraire progresse très rapidement, explose, forme des blooms, ce qu'on appelle des blooms phytoplanctoniques pendant la période d'été. Donc on imagine bien que tous les filtreurs qui dépendent du phytoplancton pour se nourrir et vivre vont devoir se gaver en été pour pouvoir faire des réserves et survivre en hiver. Mais en fait, la situation est un tout petit peu plus complexe. C'est pas tout à fait ce qui se passe. Je parle ici d'un été indien parce que lorsque la glace commence, la banquise commence à se former à la fin de l'été, il reste encore des algues qui vont se former sous la glace et qui vont pouvoir, en tombant, nourrir les faunes benthiques pendant un certain temps. On n'a pas encore mesuré, et puis de toute façon ça va dépendre de la localisation du site où on regarde, mais cette temporalité n'est pas encore mesurée. Mais on imagine assez bien que à la fin de l'hiver, lorsque la banquise commence à se fragiliser, à se rompre,
il va y avoir production d'algues assez rapidement, et un peu plus après l'été, un peu dans l'automne et au début de l'hiver, il va y avoir encore de la production. Donc ce n'est pas simplement l'été qui est la zone de production ou le temps de production de phytoplancton, c'est un tout petit peu plus que ça si on ajoute les algues qui poussent sous la glace. Je vous parlais d'une biomasse très importante qui est un peu paradoxale par rapport à ce que je viens de vous dire sur la saisonnalité de la production primaire. Production primaire et saisonnière, il y a un bloom en été, mais du coup, on ne produit pas énormément sur l'ensemble de l'année. Et pourtant, il y a énormément de choses à voir au fond de l'eau. Et là, je vous ai mis deux exemples de campagnes auxquelles j'ai participé moi-même. Vous avez à gauche une campagne Revolta, dont j'étais le chef, et à droite, campagne Seamark, sur un beaucoup plus gros bateau. Et vous voyez que les chaluts sont pleins. Et le temps de traîne du chalut est noté en bas, donc 1 minute pour le petit chalut et 10 minutes pour le gros chalut. Ça n'arrivera jamais dans le golfe de Gascogne. Ce n'est pas ce qu'on peut obtenir dans le golfe de Gascogne qui est assez pauvre en comparaison. Donc cette biomasse, je vous ai dit, est très importante. C'est ce graphique-là qui compare en rouge la biomasse antarctique et en vert la biomasse tropicale est assez parlant à mon avis. Il montre qu'entre, disons, 10 et 1000 mètres, la biomasse rouge, on ne voit pas très bien apparemment, la biomasse rouge est plus importante et au-dessus de la biomasse verte. Donc quand on compare l'Antarctique et le tropical, on arrive à ce résultat-là. Je ne dis pas que la diversité est plus importante en Antarctique, je dis que la production de carbone organique dans ces zones-là est plus importante. Je vous parlais de l'endémisme qui est important, qui atteint 98% chez les poissons téléostéens. Chez les étoiles de mer, ici, ça a été mesuré. Je vous fais un petit graphique rapide. Si vous regardez le graphique, le petit camembert du bas, qui représente la distribution des espèces endémiques et non endémiques en Antarctique, vous avez 2 tiers à peu près d'espèces qui sont endémiques et 1 tiers qui ne le sont pas. C'est relativement important. Donc ces 2 tiers-là sont des espèces lesquelles, si on les perd définitivement. Je vous parlais de la structure en mosaïque des communautés locales. Alors ça, c'est des choses qu'on a fait, nous, les Français, du muséum notamment, en Terre Adélie. Donc je vous ai mis la localisation de la Terre Adélie sur la carte générale de l'Antarctique. Alors l'endroit où ça se situe, c'est ce qu'on appelle l'Est Antarctique, c'est une grande zone, j'en reparlerai tout à l'heure, vous verrez. Et le petit encart que j'ai montré ici, c'est l'archipel où se situe cette station, c'est l'archipel de Pointe Géologie. Donc voilà des images de la base, c'est assez rudimentaire mais relativement confortable, il fait chaud, c'est très agréable. L'engin qu'on utilise pour mettre en évidence la structure des communautés sous l'eau, nous en tout cas, c'est cet appareil-là, c'est un robot téléopéré, on appelle ROV, R-O-V, Remotely Operated Vehicle, donc, qui est lié au bateau par un tube, un ombilic, qui permet d'échanger des informations avec le ROV, qui permet de le diriger, qui permet de voir où il va, qui permet de récupérer des images des communautés benthiques et qui permet de mesurer tout un tas de paramètres à volonté. Donc c'est un petit engin très précieux. Donc on a regardé ces communautés sur la pointe géologie. Vous avez ici en foncé tous les transects que l'on a fait avec ce ROV. Et puis les images que vous voyez, qui sont numérotées et lettrées, H, D, M, O, 9, ce sont des communautés différentes. Et ces communautés sont structurées spatialement. Je ne l'ai pas projeté dans la carte, mais il y a quand même quelque chose qui est visible. Donc, vous avez des zones complètement vides ici, qui sont des zones qui sont raclées par les icebergs régulièrement, défaunées. Vous avez des zones peu profondes comme ici, où les macroalgues sont très présentes. Donc, vous êtes dans la zone euphotique, où la lumière traverse encore la masse d'eau. Vous avez des communautés qui sont dominées par ce qu'on appelle des acidies. Ces petits champignons transparents que vous voyez, ce sont des acidies. Vous avez des communautés qui sont dominées par des concombres de mer qui vivent dans le sédiment, comme ici.
Puis vous avez d'autres communautés qui sont assez monotones, comme celle-ci, qui sont dominées par des vers tubicoles. Et tout ceci constitue des communautés très différentes, très mosaïques, donc structurées spécialement. Et ces mosaïques, on les explique principalement par les effets de glace. Donc les icebergs qui sont, c'est pas une photo d'iceberg, c'est une image reconstituée. Les icebergs, comme vous le savez, c'est un petit peu au-dessus et beaucoup en dessous. Et ces icebergs, tout dépend d'où ils viennent, selon les glaciers d'où ils viennent, peuvent avoir une influence jusqu'à 500 mètres de fond, c'est-à-dire jusqu'au maximum de profondeur du plateau continental antarctique. Donc ils sont en capacité de racler le fond jusqu'à 500 mètres. Et quand ils raclent le fond, bien, il ne reste rien. Ça, c'était une image au sonar qui permet de voir que ces traces restent longtemps visibles. Encore un effet de la glace, donc ça c'est mes petites bêtes préférées, ici les oursins et les ophures qui se retrouvent écrasés par la glace, l'avancée de cet iceberg. Je vous parlais de la croissance rapide, de la croissance lente au contraire de ces bestioles. Ici c'est un exemple assez intéressant où on a pris des images des effets d'un iceberg au cours du temps. Et vous voyez que la recolonisation se fait. Alors, on ne connaît pas la temporalité de ça, mais la recolonisation se fait exactement comme ça se fait après un brûlis d'une forêt méditerranéenne. On se retrouve avec des successions de faunes de plus en plus complexes. Donc, vous allez d'abord trouver, comme ici en R1, des acidies qu'on appelle Molgula pedunculata, excusez-moi pour le nom, qui sont des espèces pionnières et qui vont coloniser en premier ces zones qui ont été raclées par les icebergs et qui vont ensuite être remplacées par d'autres espèces qui seront à croissance plus lente, comme ces éponges que l'on voit ici. Donc il y a deux sortes de faunes au final. Il y a ces faunes pionnières qui sont capables de recoloniser très rapidement les environnements qui ont été détruits par les icebergs et des faunes à croissance beaucoup plus lente qui vont s'installer et constituer ces communautés de climax. Je voulais aussi vous dire que l'Antarctique, c'est super important pour l'océan mondial. En Antarctique, à cause du vent, du froid, de la glace, etc., il y a une masse d'eau qui est formée là-bas, comme en Arctique d'ailleurs, et qui est, alors en Antarctique, elle a un nom particulier, c'est l'Antarctic Bottom Water, c'est l'eau de fond antarctique, qui est très dense, très froide, très oxygénée, et qui va drainer l'ensemble des océans mondiaux. Vous voyez ici, je vous ai mis des petites flèches de cette production d'eau de fond antarctique qui va permettre ce tapis roulant qu'on appelle la circulation thermohaline tout autour du globe. Et ça a des conséquences évidemment sur le climat mondial. Je ne suis pas climatologue, donc ça je laisse cette conférence à quelqu'un d'autre. Alors les petits chiffres que je vous ai mis, c'est la quantité d'eau qui est fournie par ces zones. Donc c'est des mètres cubes par seconde. Alors à la suite de... Alors, en général, je ne mets pas de texte au début, c'est pour que vous puissiez admirer les photos que je vous présente. Ça, c'est un superbe iceberg en Terra Delhi. Donc les menaces qui pèsent sur l'océan austral, sur toute cette région-là, on les devine assez rapidement après ce que je vous ai raconté. Donc tout ce qui est changements globaux va avoir une influence sur l'Antarctique. Donc la fonte des glaciers et le vélage plus fréquent des icebergs va avoir évidemment des conséquences importantes sur la fréquence de raclage du fond par les icebergs. Aujourd'hui, on estime que chaque mètre carré de fond antarctique est raclé tous les 300 ans. Donc ça laisse un peu de temps pour pouvoir recoloniser et se refaire une petite santé. Mais si on produit plus d'icebergs, on va réduire ce temps-là et peut-être ne pas laisser le temps à ces communautés de se reconstituer. On ne connaît pas encore la temporalité de reconstitution des communautés après un raclage d'iceberg. On le saura un jour, je ne sais pas quand, c'est long et fastidieux, mais on y arrive. Il y a aussi un effet de réduction de la banquise.
ce qui peut avoir un effet sur la production d'eau antarctique de fond, et donc un effet, par conséquent, sur la circulation thermohaline et donc le climat mondial. Et ça, l'augmentation de la température de l'eau va avoir aussi un effet sur le climat mondial, bien entendu, mais pas que. Les faunes qui vivent en Antarctique, dans cette eau extrêmement froide mais stable, qui reste aux alentours de 0 degré toute l'année, ces faunes auront du mal à s'adapter à l'augmentation de la température. Les quelques expériences qu'on a pu faire en Antarctique ont montré qu'au-delà de 5 degrés, les faunes mourraient, mais on ne sait pas si, à 5 degrés, elles sont capables de vivre longtemps. Donc l'effet de la température l'augmentation de la température aura des effets assez importants probablement sur les faunes benthiques antarctiques. Cette augmentation de la température peut avoir cet effet aussi inverse qui est l'extension de l'aire de distribution d'espèces plus nord. Par exemple, les requins et les crabes. Ces fameux durophages qui sont absents aujourd'hui de l'Antarctique et qui permettent à ces communautés d'être si abondantes et si fragiles. L'avancée des requins et surtout des crabes qui commencent à être documentée, l'avancée des crabes pourra avoir un effet catastrophique sur la structure des communautés benthiques en Antarctique. L'autre gros problème de l'Antarctique, c'est l'exploitation des ressources. Il y a de la pêche en Antarctique. C'est la principale ressource qui est exploitée. C'est la légine. La légine est une espèce de grosse morue qui coûte très cher, qui est vendue sur les marchés asiatiques et états-uniens. Cette légine est pêchée en Antarctique, notamment par les Français. Pour ce qui concerne les Français, surtout sur la zone économique exclusive, qui est la Kerguelen et Crozet, un tout petit peu en Antarctique. Et cette pêche à la palangre, une palangre c'est une ligne avec un chapelet d'hameçons, cette pêche à la palangre a un impact sur les autres espèces qui ne sont pas ciblées, puisque les autres espèces, comme, je ne sais pas moi, des céphalopodes ou d'autres poissons, vont aussi être appâtées par les appâts qui sont mis sur les hameçons, et donc être pêchés au même titre que la légine. Voilà. Donc ça, c'était la première partie qui essayait de vous faire comprendre ce qui est intéressant en Antarctique et pourquoi ce milieu est si fragile. Ce milieu a été identifié comme étant extrêmement fragile, notamment à cause de la surexploitation et de la surpêche. Et c'est pour ça qu'un organisme a été créé dans les années 80 et qui s'appelle la CAMELAR, dont Jeanne-Marie vous a parlé. Donc, je pense que vous pouvez le lire d'où vous êtes. La CAMELAR, en français, c'est la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique. Donc on va dire CAMELAR à partir de maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Donc la CAMELAR, c'est une convention de conservation qui aussi donc, va protéger les écosystèmes, mais aussi va permettre l'exploitation raisonnée des ressources. Ce qui s'est passé à partir des années 80, c'est que les pêches dites illégales, notamment russes, ont été totalement ou quasiment totalement éliminées de l'Antarctique. Donc seules les pêches légales aujourd'hui ont lieu et donc on est en capacité de connaître les tonnages pris et en capacité d'estimer les stocks des populations qui restent. Donc la zone d'application de la Convention, comme par hasard, c'est l'océan austral, l'ensemble de l'océan austral, non pas la zone géographique, mais la zone biogéographique, donc qui inclut Kerguelen, Crozet, etc. Son historique, ben voilà, très rapidement, elle a été créée dans les années 80. Donc son siège est à Hobart, en Tasmanie. C'est là que je vais tous les ans pour représenter la France. Il y a 25 membres, dont l'Union européenne, et bien sûr la France. Elle est constituée de plusieurs entités. La commission qui est composée des politiques, donc les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ces trois ministères travaillent de concert pour prendre des décisions sur les avis qui sont donnés par le comité scientifique, qui est une autre de
de ces entités qui composent la CAMALAR, comité scientifique où je siège. Donc nous proposons des mesures de conservation qui sont validées ou non par la commission. Et le comité scientifique s'est doté de groupes de travail. Ces groupes de travail regardent plusieurs choses. Ils regardent l'état des stocks, ils regardent l'état des écosystèmes et ils regardent les méthodes d'analyse pour les stocks et les écosystèmes. Et ces groupes de travail font remonter des recommandations au comité scientifique qui lui-même fait des recommandations à la commission. C'est comme ça que ça fonctionne et les décisions sont prises au consensus. Décisions prises au consensus, ce n'est pas tout à fait démocratique, ça veut dire que si on ne dit rien, ça passe. Si quelqu'un, n'importe qui, dit non, ça ne passe pas. Voilà, donc ça c'est une présentation globale de la CAMALAR. À quoi ça sert la CAMALAR? C'est une organisation de protection, je vous l'ai dit, de l'environnement marin, des écosystèmes, mais qui tient compte, c'est le deuxième point, de l'exploitation des ressources. Elle édicte des mesures de conservation qui essaient de réguler absolument tout, du nombre d'hameçons, de la quantité de plastique embarqué, de quantité de déchets débarqués, quantité de poissons débarqués ou transbordés, etc., jusqu'à l'identification des aires marines des écosystèmes marins vulnérables ou des aires marines protégées. C'est ce que fait la CAMALAR, c'est-à-dire énormément de choses, mais qui permet aussi de protéger l'environnement au mieux. Donc je vous ai fait vite fait une liste d'objectifs de la CAMALAR. Peut-être que ce n'est pas très intéressant pour vous pour l'instant, on pourra en reparler. Par contre, quelques petits exemples de conservation ou de mesures de conservation qui permettent la conservation des écosystèmes. Cette mesure de conservation qui a le petit numéro 2208, qui permet l'interdiction totale de pêche à la légine. La légine, c'est ce poisson que j'ai mis en photo, de pêche à la légine sur le plateau continental de l'Antarctique. C'est interdit, puisque c'est interdit à 550 mètres, entre 0 et 550 mètres. Ce qui fait du plateau continental antarctique une espèce de grande réserve naturelle ou d'AMP. Mais il ne faut pas le dire, ce n'est pas officiel. La CAMALAR a permis de mettre en place deux mesures de conservation, 2206 et 2207, qui permet d'identifier des écosystèmes marins vulnérables. Pour ce faire, les navires embarquent des observateurs qui, eux, sont chargés de compter les organismes benthiques qui sont remontés, les identifier et décider s'ils sont indicateurs d'écosystèmes marins vulnérables ou pas. Lorsque c'est... alors vous avez à gauche la liste des indicateurs de MV. Ce sont des faunes en général fixées qui forment des habitats et qui sont à croissance lente. C'est un peu les grands attributs qui les rassemblent. Et ces indicateurs de MV ont permis de mettre en place tous les points rouges qui sont sur la carte, qu'on ne voit pas bien, j'imagine. Ah si, c'est pas mal. C'est rouge. Ces points rouges sont des zones où l'on ne peut pas pêcher. Elles sont totalement fermées à la pêche. Ce sont des écosystèmes marins vulnérables. Il y en a 50 qui ont été identifiés tout autour de l'Antarctique depuis 2014. Donc les zones qui sont protégées, alors je suis désolé, la carte n'est vraiment pas terrible. Donc les zones protégées aujourd'hui, c'est tous ces points rouges dont je vous ai parlé, donc les écosystèmes marins vulnérables, plus l'aire marine protégée de la mer de Ross que l'on voit ici. Donc ces petits carrés ici, un peu, c'est l'aire marine de la mer de Ross qui a été validée par la Commission en 2016, donc il n'y a pas très très longtemps. Je vous ai fait des petits encarts pour que vous voyez mieux peut-être, c'est pas sûr. Tous les petits points qui sont ici, plus les carrés, c'est des zones protégées. Là, c'est l'aire marine protégée de la mer de Ross, plus les petits points rouges ici qui sont des EMV. Vous en avez d'autres ici. Bon, les cartes ne sont pas excellentes. Et je vous remontre la fameuse carte que je vous ai montrée au début, qui décrit l'ensemble des aires marines protégées de l'Antarctique. Donc,
l'aire marine protégée de la mer de Ross qui est là, plus les aires marines protégées des ZEE, qui sont ici, plus celles qui sont en cours d'adoption ou en cours de travaux ou travail. Donc les aires marines protégées, je ne suis pas un grand spécialiste des aires marines protégées, donc j'ai cherché comme vous une définition sur le site de l'UICN, puisque c'est eux qui ont mis en place ce concept et qui ont mis en place les niveaux ou les statuts de protection des AMP. Donc c'est une zone géographique qui doit être soumise à une gestion et dont l'objectif est la conservation à long terme. Voilà, c'est ce que c'est qu'une aire marine protégée. Et l'UICN a mis sur son site cette carte qui permet de voir combien il y a d'aires marines protégées dans le monde, terrestres et marines, terrestres en vert, marines en bleu. Tout dépend du point de vue. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais et ça, c'est la carte des aires marines protégées françaises. Ça, c'est sur le site de l'AFB. Donc, vous avez un tas d'informations sur leur site qui est vraiment très, très bien fait. Et vous avez donc en orange ici l'ensemble des aires marines protégées françaises. Et vous avez ici et là donc la ZEE de Kerguelen et celle de Crozet. Et donc l'IUCN a proposé 6 statuts différents AMP qui s'accompagnent de règles de gestion différentes. Mais évidemment, l'IUCN n'est pas un organisme qui permet d'édicter des lois. Donc en fait, les différentes nations reprennent les recommandations de l'IUCN et les traduisent dans la loi nationale. Et donc en France, on a un paquet de statuts différents que j'ai listés ici et qui correspondent à des zones qui existent vraiment. Donc il y a 3 parcs nationaux, 31 réserves naturelles, des parcs marins 9, etc., etc. Et des sites Natura 2000, il y en a 220. Voilà, et tous ces sites ont des statuts différents, des statuts de gestion différents, des statuts de protection différents, etc., etc. Je vous invite à aller regarder leur site. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir comment on passe de la science à la décision politique de créer une AMP. Donc en fait, c'est l'inverse. La décision politique est prise, on va faire une AMP, on dit où, la zone géographique, l'océan austral par exemple, et les scientifiques, à partir de là, doivent dérouler leur méthodologie. La première chose qu'il faut faire, c'est récolter de la donnée. Donc les images que je vais vous montrer, c'est ce qu'on fait vraiment sur le terrain, nous, les scientifiques. Donc on s'habille chaudement, puis on va sur un petit bateau, comme vous voyez ici. Donc là, ça se passe en terre Adélie. Nous déployons ici un petit chalut à perche pour récolter ça, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, pour estimation de la biomasse. On récolte ça, c'est un tas de choses qu'on va commencer à trier, d'abord grossièrement ici dans des boîtes en plastique à poissons, et puis de plus en plus finement, déjà sur le terrain, pour essayer de pouvoir dispatcher ensuite ces organismes aux spécialistes quand on retourne à Paris. Je vous ai expliqué un petit peu l'utilisation du ROV. Ça permet de mettre en évidence des communautés benthiques particulières. Donc en fait, ça c'est l'explication de comment on fait. On déploie un ROV, on le met dans l'eau, et puis il y a quelqu'un dans la cabine du petit bateau qu'on a qui va piloter le ROV à partir de cette petite mallette et de ce petit ordinateur avec un petit écran qui permet de voir où va le ROV. Donc voilà ce que le pilote voit, qui bouge évidemment puisque c'est un film. Alors vous avez ici, et ça c'est très important, un timecode. Donc vous avez une date, une heure et vous avez une seconde. Et ça c'est lié à un point GPS qui est pris par le bateau. Ce qui permet évidemment de cartographier ces communautés dans une carte. Et donc ce qu'on voit, c'est ce genre de choses. J'avais peur que ce soit terrible, parce que c'est pas excellent, mais bon. Donc ce que vous voyez au centre, c'est une espèce d'araignée, c'est ce qu'on appelle un pycnogonide. C'est un cousin des araignées, mais c'est marin. Et tout autour, vous avez ces fameux suspensivores
qui composent les communautés benthiques de l'Antarctique en majorité. En bas à gauche, je n'ai pas résisté à vous mettre une photo quand même de crinoïdes qui sont perchés sur... donc les crinoïdes, c'est les petites plumes que vous voyez là. C'est ça, c'est ma spécialité. Et un pycnogonide. Donc là, c'est un super crinoïde en fait, qui est en train de filtrer, c'est un filtreur. Et pour la petite histoire, c'est un Promachocrinus kergalensis, donc qui est perché sur des bryozoaires, les petites choses jaunes en dessous, qui sont aussi des filtreurs. Donc vous avez toute une panoplie de crinoïdes dans tous leurs états ici. Ils aiment bien se percher sur les éponges pour filtrer un petit peu plus haut. Donc là aussi, vous avez une communauté de filtreurs avec une éponge un peu verte, là, Sinakera. Et puis derrière, vous avez des tuarellas, ce sont des coraux, et sur lesquels sont perchés tout un tas de choses, des crinoïdes, mais pas que, il y a aussi des concombres de mer. Vous avez d'autres communautés comme celle-ci qui sont composées surtout de vers tubicoles et d'éponges, donc encore des filtreurs. D'autres communautés qui sont composées surtout de bryozoaires et d'acidies, comme on a vu tout à l'heure. Ici, c'est un concombre de mer. Vous avez tout un panel de choses. Ici, c'est une communauté un peu vide, avec un énorme gastéropode qui est là. Voilà. On n'utilise pas que des chaluts à perche et des roves, ça c'était les résultats pour ça. On utilise d'autres engins, et ça dépend du milieu dans lequel on essaie de collecter des données. Quand le milieu est rocheux et dur et très accidenté, on ne va pas utiliser un chalut parce qu'on va le casser. Donc on utilise ce char d'assaut qui s'appelle une drague. Pour récolter le sédiment, on va utiliser d'autres outils. Récolter le sédiment est important parce que ça nous permet de connaître la granulométrie de ce sédiment et de l'associer à des faunes particulières. Telle espèce va plutôt préférer tel sédiment et telle autre espèce tel autre sédiment. Donc c'est très important et ça nous permet aussi d'étudier la méiofaune, donc la faune qui vit à l'intérieur du sédiment, et donc permet aussi de cartographier ces faunes-là sur le fond marin. D'autres types de caméras sont utilisées. Ça, c'est une caméra qui n'est pas pilotée, c'est une caméra tractée. C'est un tout petit peu compliqué à utiliser, mais bon, on a utilisé ça. Ça va plus profond que le ROV. On recueille aussi toutes les données, tous les paramètres physiques de l'eau grâce à ces engins-là. C'est une rosette, donc la structure métallique s'appelle une rosette. Ce que vous voyez ici, ce sont des bouteilles qui permettent, Niskin, qui permettent de récolter l'eau. Ces bouteilles font plusieurs litres, donc on peut récolter beaucoup d'eau. Et elles sont ouvertes quand on les met à l'eau et on les ferme à la profondeur que l'on veut. Il y a tout un système électronique qui nous permet de choisir la profondeur à laquelle on va fermer telle bouteille. Et donc, évidemment, on remonte l'eau de cette tranche d'eau et pas une autre. Et sur ces rosettes aussi, on peut fixer tout un tas de capteurs, tout ce qu'on veut. Donc on fixe en général les capteurs de conductivité pour connaître la salinité, température évidemment, la profondeur à travers la pression de l'eau, mais on peut aussi mesurer la luminosité, la turbidité, on peut mesurer les courants, on peut mesurer tout ce qu'on veut. C'est une question de budget surtout. Je voulais vous montrer évidemment ce qu'on récolte et ce qu'on en fait après. Donc ça c'est le fameux chalut que je vous ai montré tout à l'heure, qui montre bien que la biomasse peut être très importante. Je vous rappelle que c'est 10 minutes de traîne, c'est pas beaucoup. Donc après, on étale ça comme on peut sur le pont avec la place qu'on a, et puis on va commencer à sous-échantillonner dans ce cas-là. C'est-à-dire prendre une petite partie et rejeter le reste. Il y avait beaucoup trop de choses. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec des pelles. C'est pas très 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 sophistiqué. Moi je suis là. Ouais, je sais, ça se voit pas. Et ensuite, on va laver ce fameux... J'aime bien montrer ces images parce que c'est vraiment la réalité du travail sur le terrain. Donc on est vraiment jusqu'au cou dans l'eau à 0 degré et on passe des journées comme ça à vraiment se geler. Donc on met les bestioles dans ces baquets-là, on remplit d'eau froide, 0 degré toujours, et on les nettoie. On enlève toute la boue de manière à pouvoir avoir ce genre de choses
qu'on va trier beaucoup plus finement. Alors vous voyez ici tous les oursins ensemble, donc c'est très facile à faire, hein, n'importe qui pourrait le faire. Vous avez ici toutes les ophiures ensemble, etc. Vous avez des mollusques ici, etc., etc. Ça prend un temps fou, évidemment. Tout dépend de la taille du chalut, mais ça prend du temps. Donc là, on récolte des données, c'est ça qu'on fait. On obtient ce genre de choses, donc on fait des petites, des petites photos sympas. Donc là, c'est les échinodermes. Étoiles de mer, crinoïdes, ophures, etc. Des éponges, autant qu'on veut, des gastéropodes, d'autres mollusques. Donc là, vous avez tout, les bivalves, les céphalopodes, les dentales, etc. Vous avez des crustacés aussi. Alors, vous avez beaucoup d'amphipodes et très peu de décapodes, donc pas de crabes du tout. Et puis, les fameux téléostéens, et une certaine variété. Et donc le travail qu'on fait ensuite, c'est l'étiquetage nécessaire, puisqu'on doit toujours avoir associé à chaque spécimen qu'on a pêché une notion de latitude, de longitude et de profondeur. Ce qui nous permet de cartographier ensuite chacun de ces individus qui va être identifié, idéalement, à l'espèce. Donc ça, c'est moi. Par contre, on me reconnaît, je crois, un petit peu plus jeune, mais bon. Voilà, donc il y a tout le travail de manutention, de logistique, etc. C'est nous aussi qui le faisons. Voilà, et puis on envoie, ça c'était au Barth en Tasmanie, on envoie tout ça, vous reconnaissez la grande galerie de l'évolution, on envoie tout ça au muséum, et ça vient rejoindre les collections du muséum. Pour ceux qui ne l'ont pas visité, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais nous avons ici en dessous de la grande galerie de l'évolution une pièce, un gigantesque hangar qui s'appelle la zoothèque. Donc c'est une bibliothèque d'animaux dans lequel on entrepose toutes ces collections. Vous avez ici sur la photo de droite un exemple de ces collections anciennes en haut, donc dans des flûtes qui ont été soufflées par des souffleurs de verre, et en bas des bocaux le parfait pour les confitures. Donc ces données que l'on récolte à la sueur de nos fronts et avec beaucoup de difficultés sont ensuite saisies dans des bases de données qui permettent de les cartographier tout autour de l'Antarctique. Donc vous avez à gauche ces occurrences qui sont cartographiées, certaines de ces occurrences qui sont cartographiées, et puis à droite ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire des indices de diversité par exemple par carré géographique. Et ça va être très très intéressant et très important pour la mise en place d'AMP. Il y a aussi ce genre de résultats que l'on peut obtenir à partir des missions, des campagnes scientifiques que l'on fait. C'est une topographie très précise du fond. Ce que vous avez en couleur ici à gauche, c'est ce qu'on appelle une carte bathymétrique d'une zone. Là, c'est la zone où la station antarctique française se trouve. La station est exactement au niveau de la main, ici. Et donc, toutes les images que je vous ai montrées, c'est une campagne qui a eu lieu sur cette zone-là. Voilà. Donc, on a mis en évidence la topographie du fond, on a mis en évidence la structuration des masses d'eau dans cette zone-là, et on a mis en évidence des EMV, les fameux EMV, des écosystèmes marins vulnérables, qui sont associés à une masse d'eau très particulière ici. Et on a mis en évidence aussi la structuration en termes de sédiments du fond de cette zone-là. Idéalement, c'est ce qu'on devrait faire un petit peu partout autour de l'Antarctique. Certains chercheurs ont utilisé les poissons, les communautés de poissons, pour réaliser ce qu'on appelle une éco-régionalisation, c'est-à-dire la mise en relation des communautés de poissons avec leur environnement. On est en capacité de le faire avec des méthodologies particulières et on est capable de les cartographier, ce qui nous permet de mettre en évidence des zones différenciées sur cette aire-là. Et on a fait, nous, la même chose avec tout ce qui était benthique. Il y a beaucoup plus d'espèces et beaucoup plus de zones différentes. Pour vous dire, là, il y avait 65 espèces, nous, on en a 400 et quelques. Mais les résultats sont convergents, c'est à peu près la même chose. Donc là, on va passer un petit peu à des choses plus compliquées. C'est la méthodologie que l'on utilise pour, non pas mettre en place des AMP, mais reconnaître des zones particulières, des zones d'intérêt, tout autour d'une zone qui nous intéresse, et là, c'est l'océan austral. Donc la première étape, c'est évidemment de récolter les données d'intérêt. Aujourd'hui,
On utilise surtout des données satellites parce qu'elles sont en grand nombre et elles couvrent l'ensemble de la surface qui nous intéresse, l'océan austral. Ces données, on les organise dans des bases de données, bien sûr, et surtout, on les reprojette dans des cartes, comme ici. Donc ça, c'est la température de surface de l'océan austral sur plusieurs années. On peut donc les cartographier. On peut le faire avec n'importe quel paramètre, la température, la salinité, la productivité, qui est en fait simplement la couleur de l'eau, la chlorophylle, le vert de l'eau, qui est pris par les satellites. Et ces cartes vont nous permettre, lorsqu'on va les analyser, de mettre en évidence des zones particulières, des biorégions, qui sont différentes les unes des autres. Donc ce que j'ai écrit ici, c'est ça, c'est qu'on va partitionner et classer tous les points de l'espace de cette matrice. Donc là, je vous montre les variables que l'on a utilisées en réalité pour faire cette biorégionalisation de l'océan austral. Ça, c'est ce qui a vraiment été fait en 2006, j'ai noté la date. Donc on a utilisé la température de surface, qui est en haut à gauche, la bathymétrie, qui est elle aussi un dérivé satellitaire, les silicates et les nitrates. Pourquoi silicates et nitrates? Tout simplement parce que ce sont des proxys de la quantité de nutriments présents dans l'eau, donc de la production primaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a partitionné ces données en mettant ensemble tout ce qui se rapprochait le plus, tout ce qui était similaire en distance, et ensuite on a hiérarchisé tout ça, et c'est l'arbre que je vous montre à gauche. C'est un arbre hiérarchique qui permet de mettre ensemble des zones qui se ressemblent le plus et de séparer les zones qui se ressemblent le moins. Et la carte qui est à côté, c'est la projection de ces fameuses zones de couleurs différentes dans l'arbre, dans une carte. Et on voit aussitôt qu'il y a des zones qui sortent, qui sont différentes les unes des autres et qui sont relativement cohérentes en fait avec la connaissance qu'on peut avoir par ailleurs du milieu. C'est-à-dire que nous avons ici qui saute aux yeux tout ce qui est structuré autour du gir. Donc c'est un courant qui fait une boucle comme ça, du gir de la mer de Weddell. Vous avez une couleur qui est associée au plateau continental antarctique. Effectivement, c'est une biorégion très particulière qui est très différente de la zone de pente ou de la zone abyssale qui se situe là. Et on retrouve aussi tout ce qui est subantarctique ici. Donc les résultats qui ont été obtenus par cette méthode, résultats préliminaires, sont plutôt cohérents. C'est pour ça que les gens sont allés un tout petit peu plus loin. Ils ont continué avec la même méthode pour regarder plus en détail à la fois le domaine pélagique et le domaine benthique de tout l'océan austral. Donc ici, je vous présente la carte de biorégionalisation du domaine pélagique de l'océan austral, qui a été réalisée par la même méthode, et puis celle du domaine benthique, qui a été réalisée aussi avec la même méthode, mais avec plus de données. Et le résultat, c'est celui-là. Donc on identifie énormément de zones tout autour de l'Antarctique qui vont servir ensuite à identifier des zones particulières sous contraintes particulières qui seront d'intérêt pour désigner des AMP. Et c'est cette carte-là. Donc en fait, lorsqu'on a notre biorégionalisation, comme celle-ci, on va utiliser un logiciel particulier, une méthode particulière de planification spatiale. Donc les noms de ces logiciels, c'est Marxan ou Zonation, dans lesquels on va pouvoir mettre toutes nos données, tous nos paramètres physiques, tous nos paramètres biologiques, et aussi toutes les décisions politiques et toutes les décisions des industriels, qui va donc nous aider à identifier des zones de compromis entre tout le monde, des zones à protéger. En l'occurrence, on n'a pas du tout fait appel aux industriels, on s'en est complètement passé et on n'a pas du tout non plus fait appel aux politiques. Donc on n'a que du physique et du biologique dans ce dessin d'AMP. Donc les AMP, c'est tout ce qui est en vert, pardon, je ne vous ai pas dit, mais tout ce qui est en vert, c'est les zones que l'on considère être
des zones qui devraient être protégées tout autour de l'Antarctique. Comment on décide ça? Eh bien, on a développé des concepts qui nous permettent de choisir des zones prioritaires. Ces concepts, ils sont là. C'est le concept CAR, C-A-R. Je l'ai traduit assez mal, C par complétude, A par adéquation et R par représentativité. Complétude, ça veut dire qu'on veut, autour d'une zone, comme tout l'océan austral, on veut protéger une représentation de tous les écosystèmes. On veut que tous les écosystèmes puissent être protégés. L'adéquation, c'est qu'on veut que les processus écologiques dans ces écosystèmes soient complètement protégés. Ces processus peuvent avoir des extensions spatiales au-delà des écosystèmes qui les intéressent. Donc ça, c'est à voir. Et puis, la représentativité, c'est que les zones doivent contenir toute la diversité connue de l'océan austral. Donc c'est ce qu'on a fait en particulier sur une zone qui nous intéresse, nous Français, parce que c'est nous qui proposons une aire marine protégée dans cette zone-là avec les Australiens. Je l'ai noté ici, EAMPA. On adore les acronymes quand on travaille sur l'Antarctique. On ne fait que ça, de l'acronyme. C'est une novlangue. EAMPA, c'est East Antarctic Marine Protected Area. Donc c'est l'aire marine protégée de l'Est Antarctique où se situe la station du Mont d'Urville. Donc ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils ont rassemblé des données, la profondeur, donc la bathymétrie, température et l'extension de la glace, puisque la glace, on l'a vu, a un impact important sur les faunes marines, benthiques et pélagiques. Et ils ont réalisé des biorégions pélagiques et benthiques. Et ces biorégions, ils ont essayé de les séparer en provinces de manière à identifier des zones différentes. Et donc, pour ce faire, ils ont utilisé les barrières naturelles, biogéographiques, qui sont constituées par les courants, les vents ou la dérive des glaces. Et on arrive à une chose comme ça, qui est assez intéressante. Donc, ce que vous avez en couleur, c'est toutes les micro-écosystèmes qu'on a identifiés tout autour, par biorégionalisation tout autour de l'Est Antarctique. Et puis, les barrières ont identifié des zones plus grandes, qui sont des provinces biogéographiques. Et sur ces provinces biogéographiques, les gens ont projeté des processus écologiques. Et ces processus sont en fait les zones de nourrissage des phoques et des manchots. Et en projetant ces zones sur cette carte, ils arrivent à identifier des dissemblances et des ressemblances. Et ceci permet de mettre en place des zones prioritaires de protection où on va protéger les phoques, leur façon de se nourrir, leur façon de se reproduire, ou des manchots avec les mêmes critères, ou telle faune benthique, communauté benthique, avec les mêmes critères. Donc ça, c'est la carte qui a été proposée à la CAMELAR comme représentant les zones prioritaires à protéger. Vous en avez 7. Gunerus, Enderby, McRobertson, Drygalski, Wilkes et Mertz, où est la station du Mont d'Urville. Ça, c'était en 2012. Et jusqu'à présent, on a représenté cette proposition tous les ans. Elle n'a pas été validée. On a été obligé d'enlever 4 zones. Il en reste 3. Peut-être que l'année prochaine, il n'y en aura plus qu'une, je ne sais pas. En tout cas, ce travail est encore en cours. Voilà. Merci de votre patience.